Bonjour à tous. Ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 août 2025. Larry Johnson sera avec nous dans un instant pour partager ses réflexions sur ce qui s'est passé en Alaska vendredi dernier, notamment du point de vue de la communauté du renseignement. Larry, bienvenue mon cher ami. Quelle est ta vision d'ensemble des événements qui se sont déroulés en Alaska vendredi? Bonjour. Le fait qu'ils se parlent, qu'ils ne s'entretuent pas, c'était déjà une première étape. Vous savez, Poutine, clairement je pense, a remporté la bataille des symboles de pouvoir. Son avion est arrivé en deuxième, il a été le deuxième à descendre et il a pu marcher sur le tapis rouge. Et Trump a son crédit. Et tu l'as côtoyé, donc tu connais la différence entre ce qu'on pourrait appeler le faux Donald Trump et le véritable Donald Trump. Eh bien, c'était le véritable Donald Trump accueillant Poutine, avec une véritable chaleur. Non pas Zelensky, Poutine, pardon. Il n'y aura pas cette chaleur sincère aujourd'hui en accueillant Zelensky. Mais, d'une certaine manière, cela a humanisé Poutine. Parce qu'en Occident, la propagande contre Vladimir Poutine et contre la Russie en général est incessante. Elle dépeint Poutine comme un être malfaisant, un tueur d'enfants, un assassin, un criminel de guerre. Bref, le pire être humain ayant jamais vécu si l'on se base sur ce qui est dit en Occident. Donc il y avait cela. Mais aussi, Poutine, de façon très calme, a pu expliquer à Trump quelle est la position de la Russie sans aucun filtre de la CIA empêchant Trump d'entendre la vérité. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Larry, même si tu regardes cela avec une autre perspective que moi, en raison de ton expérience dans la communauté du renseignement et au département d'État. Je pense que l'exposé de Poutine, je vais utiliser son terme, sur la genèse et les causes de la crise en Ukraine, est probablement la première fois que Trump a entendu cette version et cette compréhension des événements. Et il l'a entendu avec ce niveau d'articulation et de rigueur intellectuelle. Oui. Tu sais, certains ont soutenu que Trump avait en réalité les bonnes informations, mais je ne suis pas d'accord. Et c'est basé sur deux articles écrits par Seymour Hersh. Dans chacun, l'un portait sur les pertes russes, l'autre sur la manière dont la guerre en Ukraine est présentée par la communauté du renseignement. Parce que, tu sais, SI a de très bonnes sources. Et cette ou ces personnes avec lesquelles il a parlé appartenaient à la communauté du renseignement. Il les a identifiées comme des sources de cette communauté. Et quand ces sources disent à Si que 2 millions de Russes ont été tués ou blessés, et qu'ils lui affirment « Oui, ce n'est qu'un différend territorial entre l'Ukraine et la Russie », alors ils transmettent cette même information au président. Et Trump n'est pas du genre, par curiosité personnelle, à aller chercher l'information. Si ce n'est pas à la télévision ou sur un podcast comme le tien, il ne la capte pas. Et comme nous l'avons vu à maintes reprises sur toutes les grandes chaînes d'information, ABC, CBS, NBC, MSNBC, Fox, CNN, aucune des personnes avec lesquelles tu échanges régulièrement chaque semaine n'est autorisée à intervenir sur ces canaux. Non, McGregor intervenait parfois avec Tucker. Mais une fois que Tucker a disparu, Doug McGregor a disparu aussi. Donc il n'y a pas de voie alternative présentée. Là où Trump aurait pu avoir une réelle chance d'entendre quelque chose de différent, c'est un récit contrôlé. Eh bien, c'est une autre histoire entière que ce bannissement de gens comme toi, Ray McGovern, Doug McGregor, Scott Ritter, qui intervenaient autrefois sur Fox et ailleurs. C'est une tragédie pour le public américain, qui ne peut pas comprendre ce qui se passe réellement. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que des émissions comme celle-ci, et celles auxquelles tu participes et où apparaissent aussi nos autres invités réguliers, ont prospéré. Et elles constituent désormais une source d'information principale pour beaucoup de gens. Oui, permets-moi de préciser. Je ne dis pas que je voudrais retourner à la télévision. J'aime beaucoup mieux m'asseoir et discuter avec toi. Nous pouvons avoir de vraies discussions. Tu te rappelles comment c'était quand toi et moi nous sommes rencontrés pour la première fois? Il m'assaillait de toutes parts, ce que je te disais, ce que les autres te disaient. Nous avions 3 minutes et demie. Ici, nous pouvons examiner profondément tous les aspects d'une question, comme nous le faisons maintenant. Comme nous le faisons chaque lundi, comme nous le faisons chaque vendredi avec Ray.
Mais tu as mentionné quelque chose que j'ai trouvé curieux, et j'y ai pensé ce week-end. Quand je caractérisais ton segment ici comme une vue de la conférence d'Alaska, du point de vue de la communauté du renseignement. Qu'est-ce que la CIA avait à voir, si tant est qu'elle ait eu quelque chose à voir avec cela? Et qu'a-t-elle fait pour s'y préparer? Je suppose qu'elle était là, avec les autres Américains. Oui, John Ratcliffe était présent, et je suis sûr qu'il avait un ou deux assistants. Le rôle de la CIA, dans ce cas, est de s'assurer que le président dispose des meilleures informations. Que vont dire les Russes? Quelles sont leurs intentions? Quels sont les facteurs qui guident leurs décisions? Mais tu sais, encore une fois, j'aurais pu faire ce briefing sans même avoir besoin d'informations classifiées. C'est très simple. Arrêtez d'élargir l'OTAN pour encercler la Russie. Stoppez cela. Démantelez l'OTAN, parce que la Russie n'a aucune intention d'attaquer l'Europe. Et certainement pas d'occuper l'Ukraine occidentale. Elle se bat pour défendre les russophones dans cette partie de l'Ukraine, qui franchement a une histoire commune avec la Russie remontant à un millénaire, plus de 1000 ans. Donc, ce n'est en rien quelque chose de récent. Si vous regardez l'émission en vidéo, nous montrons périodiquement l'entrée automobile de la Maison-Blanche, où nous attendons le président Zelensky d'un moment à l'autre. Et dès que nous le verrons, ou bien le chancelier Olaf Scholz, ou le premier ministre Keir Starmer, ou le président Emmanuel Macron, surtout si le président Trump les accueille, nous reviendrons à cette image pour vous. La CIA a-t-elle surveillé le président Poutine, le ministre des Affaires étrangères Lavrov et les autres pendant leur présence? Et si la réponse est oui, est-ce que le SVR, quel que soit le nom qu'ils utilisent aujourd'hui, l'ancien KGB, a surveillé Trump, Rubio et Hegseth? Eh bien, par surveiller, voulez-vous dire intercepter électroniquement? Oui, oui. Est-ce que Trump savait ce que Poutine murmurait à Lavrov? Probablement pas. J'ai entendu quelqu'un suggérer. Vous savez qui était-ce? Pompeo, un de ces imbéciles qui disait oh mon Dieu, Trump a laissé Poutine monter sur la banquette arrière de la limousine présidentielle. Poutine aurait pu y placer un micro. Vous savez, il est ce type d'espion du KGB tellement rusé. Et c'est comme oh mon Dieu, pitié. Donc, Mike, si vous aviez été le secrétaire d'État, qu'auriez-vous fait? Un plaquage croisé pour l'empêcher d'y entrer, après que le président l'a invité? Il aurait essayé de le fourrer dans le coffre ou de le faire courir à côté de la limousine. Vous savez, ça a probablement été le moment le plus fascinant, parce qu'on a effectivement aperçu un instant Poutine, souriant d'une oreille à l'autre, assis à l'arrière. Donc c'était le seul moment où Trump et Poutine étaient réellement là pour discuter en tête-à-tête. Sans interprète, sans personne d'autre autour, excepté le chauffeur, à l'avant. Et, vous savez, c'est peut-être là qu'ils ont effectivement, vous savez, en quelque sorte convenu de ce que serait le cours des événements ce jour-là. Parce qu'à l'origine, ils devaient avoir cette rencontre en tête-à-tête sur le lieu de la réunion. Mais à la place, ça s'est transformé en un 3 contre 3. Ouais. Bon, peut-être que c'est la CIA qui nous fait savoir qu'ils sont là. Très bien. Donc, vous ne croyez pas qu'ils surveillaient réellement les communications au sein de la délégation russe, et vous ne croyez pas que les Russes surveillaient les communications au sein de la délégation américaine? Rien au-delà de ce qui est routinier. Je veux dire, regardez, il y a la version russe de la NSA, tout comme notre propre NSA. Oui, ils vont cibler et collecter. Ils collectent toujours. Ils éteignent jamais ça. Vous savez, c'est comme un œil invisible sans paupières, constamment ouvert, constamment à l'affût, constamment en train de collecter. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu des activités spéciales dirigées ce jour-là. Juste parce que... pour aucune autre raison que d'éviter de créer un incident diplomatique. Je vois qu'une autre de mes anciennes collègues de Fox a eu des ennuis. Monica Crowley, j'ignorais cela. Elle est la responsable du protocole pour l'exécutif. Elle et son équipe apparemment étaient là environ une semaine à l'avance. Et quelqu'un a imprimé les emplois du temps personnels du président Poutine et du président Trump, montrant chaque mouvement que chacun allait faire de l'atterrissage au décollage, et ils les ont laissés dans une imprimante à l'hôtel. Je n'avais pas vu ça. Vous savez ce que cela illustre? La manière dont ce récit s'est déroulé.
Vous remontez à jeudi de la semaine dernière, avec William Burns en Russie, rencontrant Poutine, et ensuite, supposément, c'est de là que sort « D'accord, nous allons nous rencontrer », et ensuite, ils se débattent tout le week-end pour déterminer où va se tenir la rencontre. Le simple fait que Monica Crowley ait été impliquée de cette façon, il savait avant que William Burns n'aille en Russie, j'en suis sûr, que cette rencontre allait avoir lieu. Et en fait, ça a peut-être été l'objet du voyage de Burns. Simplement mettre à jour Poutine, Lavrov et Ushakov sur « D'accord, voilà où nous en sommes, voilà, cette rencontre va avoir lieu ». Je pense qu'une grande partie de tout cela était une mise en scène dramatique. Alastair Crooke estime que Burns a peut-être involontairement ou intentionnellement mal compris quelque chose que le président Poutine lui a dit. Et cela a donné lieu à cette phrase bizarre que le président Trump a reprise, les land swap, échange de territoire. Mais de quoi parle-t-il, Larry? Le président Poutine ne pourrait pas céder des terres russes, même s'il le voulait, selon la loi russe. Non, pas plus que, vous savez, Trump n'aurait pu dire « Hé, Vladimir, je vais te dire un truc, tu abandonnes l'Ukraine et je te rends l'Alaska ». Il n'aurait pas pu faire ça. Non. Je pense que ce qui est vraiment en jeu, c'est que les Russes se sont déplacés dans Dnipro. Ils se sont déplacés dans Soumy et Kharkiv. Ils n'ont pas complètement pris ces zones, mais ils contrôlent une partie du territoire. Donc Poutine est en position de dire « D'accord, je peux retirer mes forces de ces oblasts qui n'ont pas encore voté pour décider de devenir partie de la Russie. » Mais en faisant ça, il formule en quelque sorte une menace voilée. Ces régions peuvent devenir russes si vous n'arrivez pas à un accord de paix. En fait, les Russes l'ont dit très clairement. À moins que l'Ukraine ne prenne une décision, cesse les combats, retire ses troupes, reste hors de l'OTAN et tienne les forces de l'OTAN à l'écart, la Russie continuera à étendre ses opérations à l'est du Dniepr. Et elle finira par, je pense, incorporer d'autres territoires comme Dnipro, Poltava, Kharkiv et Soumy, de la même manière que Donetsk, Luhansk, la Crimée, Zaporizhia et Kherson l'ont été. Donc regardez le chemin parcouru, Larry. 6, enfin, pas 6 mois, il y a 4 mois, le général Kellogg disait des choses comme nous sommes en faveur d'un statu quo et l'OTAN va l'imposer et l'OTAN sera partout, oui, en Ukraine, et ce sera le cessez-le-feu. Maintenant, le président des États-Unis est contre un cessez-le-feu. Il n'est en faveur que d'un traité de paix permanent. Et l'OTAN n'a rien à voir avec cela. Est-ce que le général Kellogg et les néoconservateurs ont été jetés sous le bus par Donald Trump? Ouais, on dirait bien. Et j'espère que c'est le cas. Le problème de Trump, c'est qu'il n'a pas de carte en main. Il n'a aucun levier, dans ce cas, face à la Russie. Vous savez, beaucoup de gens essaient de dire « Oh oui, l'économie russe est en difficulté, ils ont d'énormes problèmes à l'horizon. » Et moi je dis « Attendez une seconde. Le ratio dette-PIB de la Russie est de 14 à 19% selon la manière dont vous le calculez. Celui des États-Unis est de 125%. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes payé 100, vous produisez $100 par jour de service, mais vous dépensez 125. Vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Et c'est exactement ce que font les États-Unis. C'est ce que fait le Royaume-Uni, il est à 100%. Donc en gros, il dépense autant qu'il peut emprunter. Et la France est à environ 110%. Eh bien, si une crise financière frappe, ce n'est pas la Russie qui sera en difficulté. Ce seront les États-Unis, ce sera le Royaume-Uni, ce sera la France. Et même si Trump transfère maintenant le fardeau à l'Europe pour financer la guerre en Ukraine, ils n'en ont pas la capacité. Voilà où ces gens vivent dans un monde complètement illusoire. Et je peux vous montrer des commentaires de personnes considérées comme des Américains en vue, qui croient réellement que les Russes subissent des pertes massives, que leur économie est sur le point de s'effondrer, que Poutine est impopulaire et qu'il n'y a aucune chance que la Russie puisse continuer. Et c'est comme, les gars, regardez-vous dans le miroir. Vous ne faites que projeter vos propres faiblesses, vos propres défauts sur la Russie. La Russie n'a pas ces problèmes-là. Wow, Chris, je ne suis pas sûr de ce que sont certaines des choses à l'écran. C'est vraiment bizarre. Quoi que ce soit, je vais vous dire ce qui m'effraie, Larry, c'est l'usage du mot « garantie de sécurité ». Mais qu'est-ce
Qu'est-ce que... Je ne sais pas comment vous pourriez savoir de quoi Witko parle, mais de quoi parle lui et Rubio? Une garantie de sécurité? Est-ce que cela signifie des troupes américaines au sol en Ukraine? Ce que l'Occident voudrait, c'est, oui, avoir des troupes de l'OTAN en Ukraine, qui seraient là comme tampon. La Russie n'acceptera jamais ça, en aucune circonstance. C'est exactement pour cela qu'elle mène cette guerre depuis 42 mois maintenant. Donc, non, ça ne sera pas accepté. Maintenant, la Russie accepterait-elle des forces de maintien de la paix venues d'Inde, du Brésil, de Chine? Oui, parce que la Russie aura son mot à dire là-dedans. Et ce que l'Occident, tous ces soi-disant experts occidentaux ne comprennent pas, c'est que la Russie va obtenir ce dont elle estime avoir absolument besoin, la démilitarisation, la dénazification de l'Ukraine. Sinon, elle réglera cela militairement. Ils n'ont pas déclenché cette guerre parce qu'ils n'aimaient pas l'Ukraine. Ce n'est pas ça. Ça n'a pas commencé parce que c'était juste une querelle entre deux voisins, comme beaucoup aux États-Unis essaient de nous le présenter, ou une lutte pour le territoire, comme si la Russie convoitait le territoire ukrainien. Rien de tout ça. Tout a commencé quand Poutine a présenté le projet de traité de sécurité qui aurait incorporé la question de l'OTAN et de l'Europe. Et cela a été présenté en décembre 2021, et cela a été complètement rejeté, avec Blinken qui a en gros dit aux Russes « Allez vous faire voir, vous n'allez pas nous dire quoi faire ». Et Poutine a répondu « Nous n'avons pas le choix ». Parce que s'ils n'avaient pas lancé une opération militaire spéciale, l'Ukraine aurait, dans les jours qui suivaient, lancé une attaque massive contre ce qui restait de Donetsk et de Luhansk, et ils en auraient pris le contrôle complet. Et ensuite, littéralement, l'OTAN aurait été aux frontières de la Russie. Et c'est exactement ça que Poutine a stoppé. Vous et Ritter et McGregor et les autres avec des parcours militaires, vous nous avez dit que Zelensky est en réalité une marionnette manipulée par les ultra-Est. Pep les appelle des nazis. Nous ne sommes pas censés utiliser ce terme à l'antenne. Peu importe comment on les appelle, ultra-nationalistes ukrainiens. Reconnaissent-ils l'état déplorable de l'armée et que la défaite est inévitable? Ou bien sont-ils simplement aveuglés par l'idéologie? Ou dit autrement, quelle liberté le président Zelensky a-t-il cet après-midi? Il est presque en route. Il arrive dans l'allée d'ailleurs. Mais quelle liberté a-t-il pour négocier avec le président Trump? Lui, encore une fois, il n'a aucun levier. Il dépend complètement des États-Unis. Mais il est aussi contrôlé par ses oligarques en Ukraine, la mafia. C'est un aspect de l'histoire qui n'a pas vraiment reçu beaucoup d'attention. Le fait que le niveau d'activité criminelle organisée s'est propagé dans le reste de l'Europe, avec l'Ukraine comme base, et que cela a été financé et alimenté par une grande partie de l'argent que nous avons envoyé là-bas. Vous savez, comme je vous l'ai mentionné, il y a, en ce moment même, une enquête ouverte du département de la Défense, division des enquêtes criminelles, sur 48 milliards de dollars qui ont été siphonnés, placés dans des banques. Et au moins 23 membres du Congrès américain, de la Chambre comme du Sénat, ont reçu des rétrocommissions provenant de cet argent. Donc tout cela fait l'objet d'une enquête en ce moment. Et vous savez, c'est plus que ça. Comme je l'ai dit, ce n'est pas juste une querelle parce que Poutine et Zelensky ne s'aiment pas. Et donc un combat pour le territoire. Et si on réglait ça, ce serait fini? Non. Il y a beaucoup de forces obscures et profondes qui agissent en coulisses ici. Mais revenons à ce que Zelensky peut accepter. Il ne peut tout simplement pas, corrigez-moi si je me trompe, dire oui à Trump cet après-midi s'il espère poser sa tête sur un oreiller à Kiev demain. C'est vrai, mais il n'a peut-être pas l'intention de reposer sa tête sur un oreiller à Kiev. Vous savez, il se contentera de Miami Beach tant que sa tête est encore attachée à ses épaules. Vous savez, c'est ça. C'est la condition essentielle, la condition clé ici. Je n'anticipe pas que Zelensky sera disposé à accepter l'accord que Donald Trump va mettre sur la table. Donc si cela s'avère exact, alors l'issue la plus probable est que Trump sera confronté à un choix. Soit il s'en retire et dit « Très bien, vous savez, Ukraine et Russie, débrouillez-vous, nous nous retirons, nous n'allons plus être impliqués. » Ce serait la chose la plus sage à faire.
Dieu, parce que ce serait la manière la plus rapide d'y mettre fin. Mais si Trump ne fait pas ça, alors il est confronté à très bien. Je vais maintenant revenir à une posture d'antagonisme contre Vladimir Poutine. Et nous allons renforcer le soutien à Zelensky. Et nous allons nous en prendre à la Chine et à l'Inde. Et ça, vous l'avez déjà vu avec Trump, malgré les paroles dures, il a reculé. Parce que je pense qu'il réalise maintenant, au moins en privé, que cela serait autodestructeur, suicidaire pour les États-Unis.